Le fait de comptabiliser une mensualité de leasing, dans le perte et profit ou au bilan, change complètement le résultat de l'entreprise. Bonjour et bienvenue sur Basis Point. Avant le Covid, la relation entre les banques et les entrepreneurs avait quelque chose de fluide, presque naturel. Il y avait du crédit, de la confiance, parfois même de la complicité. Et puis, la pandémie est arrivée, brutale, inattendue. Dans l'urgence, les banques ont distribué des prêts aux plus nécessiteux, à 0%, sans poser trop de questions. Mais à la sortie de la crise, l'ambiance a changé. Et pour beaucoup d'entrepreneurs, cette promesse d'accompagnement s'est transformée en un sentiment d'abandon, voire de trahison. C'est dans ce contexte qu'on rencontre aujourd'hui Anne Bardou, fondatrice de la fiduciaire AB Consult Pro. 15 ans dans des QG de multinationales américaines, un flair redoutable pour les failles comptables et depuis 2020, un rôle clé auprès des PME suisses. Traduire leurs chiffres, décoder les attentes des banques et éviter les pièges d'une présentation comptable mal ficelée. Mais derrière ce rôle d'interprète des bilans et d'éclaireuse financière, une question me revient sans cesse. Et si les fiduciaires, elles aussi, profitaient parfois de leur pouvoir et de l'opacité de leur métier pour tirer un petit peu trop sur la corde? Si vous aimez nos contenus, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et oui, bien sûr, les gars, abonnez-vous pour ne rien rater. Anne, c'est pas n'importe quel comptable. C'est une experte avec une certification en comptabilité d'enquête et de détection de fraude. Oui, monsieur. Donc si quelqu'un peut nous dire comment se montrer sous son plus beau jour au travers d'un bilan, c'est bien elle. Bon, tout d'abord, voyons ce qu'elle a à dire sur ce divorce entre les banques et les entrepreneurs. Franchement, Anne, les banques, elles ont pas un petit peu laissé tomber les entrepreneurs? Qu'entendez-vous par laisser tomber les entrepreneurs? On a un petit peu l'impression qu'il y a un avant et un après Covid. Surtout quand il s'agit de prêts bancaires, par exemple. Avant, il y avait de l'argent qui coulait à flot. Les entrepreneurs pouvaient se financer, pouvaient compter sur le soutien des institutions bancaires. Aujourd'hui, la donne a changé. Totalement. En fait, déjà pour les entrepreneurs, le Covid, ça a été, pour beaucoup dramatique. Donc il faut savoir qu'après le Covid, il y en a qui ont cessé leurs activités. Les aides n'ont pas toujours été au rendez-vous et les documents à remplir pour obtenir les aides étaient très, très ardus et beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas, le soutien suffisant, n'arrivaient pas à remplir les conditions pour avoir de l'aide. Ensuite, pour ceux qui ont obtenu l'aide, après il a fallu rembourser et là, c'est une toute autre histoire. C'est-à-dire? Alors, au départ, la Confédération avait demandé aux banques d'aider les entreprises et c'était des prêts à taux zéro. Et quelques années plus tard, tout d'un coup, on voit arriver les intérêts. En totale contradiction avec ce qui avait été convenu au départ. On voit arriver les intérêts, c'est-à-dire qu'ils renouvellent leurs prêts et ils ont des taux d'intérêt sur ces prêts? Non, les prêts n'ont pas été renouvelés, c'était toujours les mêmes. Mais tout d'un coup, les taux d'intérêt sont arrivés sur ces prêts qui étaient censés être à taux zéro. Donc ils ont changé les conditions des prêts Tout à fait. qui avaient été octroyés en période de crise. Oui. Concrètement, ça met les entrepreneurs, parce qu'à la base, si on a besoin d'un prêt, c'est qu'on a peut-être un problème de liquidité ou un problème de développement des affaires dû à la conjoncture, spécifiquement le Covid à ce moment-là. Donc un taux zéro, c'est un outil de survie. Là, dans ce cas-là, totalement. Donc quand on revient sur un taux zéro et qu'on lui applique une marge, un taux d'intérêt, c'est presque une peine de mort. Alors, ça dépend pour qui, mais honnêtement, ça a mis beaucoup d'entreprises qui avaient déjà de la peine à s'en sortir et à revenir à leur chiffre d'affaires avant Covid. Avoir cette pénalisation n'a pas été facile pour beaucoup d'entreprises, c'est vrai. J'imagine qu'il y en a qui ont dû mettre la clé sous la porte. Beaucoup, plus qu'on ne le pense. Il y a des secteurs d'activité spécifiques qui ont été plus impactés que d'autres? L'événementiel, par exemple. L'événementiel a été énormément impacté, évidemment. La restauration. Tout ce qui a trait... En fait, beaucoup d'entreprises qui ont trait au loisir. Parce que le loisir, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas essentiel. Donc, les budgets avaient baissé et puis il y a eu ces périodes où on pouvait de nouveau sortir, puis de nouveau, il a fallu tout fermer et on ne pouvait plus rien faire. Donc, c'était très difficile pour eux. Au moment où ils se sont dit « Ok, les gens peuvent recommencer à sortir, on peut recommencer à faire des events », 6 mois après, hop, tout s'est refermé. Donc ça, c'était très dur. Pourquoi ce revirement alors de la part des banques?
C'est une très bonne question. Je n'en ai absolument aucune idée. Ils ont eu une opportunité de générer des revenus inespérés sur... Honnêtement, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que depuis la fin du Covid et la reprise des activités, on va dire la reprise vraiment globale, c'était 2022-2023. Et comme les aides et les prêts bancaires ont été octroyés avec des conditions très particulières, là, les entreprises ont commencé à être auditées par les cantons. Et c'est drastique. C'est vraiment drastique. C'est-à-dire? Les entrepreneurs et les chefs d'entreprise n'avaient pas le droit, par exemple, de prendre les intérêts positifs dus à leurs bénéfices revenus. Pas de dividendes, pas de primes, etc. Et ça, c'est très surveillé encore aujourd'hui. Ah, donc on n'a pas le droit de payer de primes si on a un emprunt Covid. Alors, on peut le faire pour les employés, mais absolument pas pour le dirigeant. Ni prime, ni dividende, ni rien. Donc clairement, au niveau du rapport entre les banques et l'entrepreneuriat, il y a eu un changement de paradigme. Aujourd'hui, un entrepreneur qui veut faire un emprunt, est-ce qu'il peut le faire de manière aussi confortable et directe qu'en 2019? Non. Les banques sont beaucoup plus regardantes. Et c'est vrai qu'elles sont, on va dire, elles sont un peu plus, entre guillemets, frileuses parce que le Covid a vraiment eu un impact économique terrible. Mais les banques aujourd'hui s'en sortent bien. Les banques, je suppose. Les entrepreneurs, un peu moins. Ok. Et donc aujourd'hui, vous, en tant que conseillère, aussi entrepreneur d'ailleurs, dans une fiduciaire, une entreprise qui est rentable, qui a envie de grandir, elle peut vouloir s'adresser à une banque pour faire un prêt, pour investir. À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Comment est-ce qu'on se prépare à ça? Et comment est-ce que c'est différent justement par rapport à cette période pré-Covid? Alors déjà, les banques vont vous demander des fonds propres. Parce qu'il peut arriver qu'une entreprise soit rentable, mais qu'elle se voit quand même refuser un prêt. Oui. En fait, les banques maintenant vous demandent beaucoup plus de fonds propres pour accorder des prêts. Ou beaucoup plus de garanties. Et donc là, il faut que les comptes, les états financiers des entreprises soient très solides et présentés de façon à ce qu'ils soient compréhensibles immédiatement. C'est-à-dire, on ne doit pas pouvoir se poser une question quand on lit les états financiers d'une entreprise. Donc il y a des manières de faire dans les états financiers pour faciliter la lecture lors du dépôt d'une demande de crédit. Oui. En fait, les banques, elles vont regarder déjà si vous avez déjà des prêts ou si vous avez des leasings sur les machines ou sur les véhicules, suivant votre corps de métier. Et en fait, il faut faire attention parce qu'il y a deux types de leasing en fait. Vous avez les leasings financiers et puis les leasings opérationnels. Et j'ai souvent vu dans les états financiers que les deux mensualités de leasing se mettaient au même endroit dans les pertes et profits. Or, quand c'est un leasing financier, votre machine, votre véhicule, quoi que ce soit, a une valeur résiduelle sur votre contrat. Vous payez, prenons l'exemple d'une voiture, vous allez payer les plaques, les assurances, etc. Donc, c'est typiquement un leasing financier. Ça se met au bilan. Et vous mettez votre véhicule dans un actif, le leasing va au passif. Vous allez amortir le véhicule, mais l'impact financier sera différent sur votre perte et profit. Si vous mettez la mensualité de leasing, ça vient diminuer le bénéfice opérationnel. Si vous faites un amortissement, c'est en dessous du bénéfice opérationnel. Ça se lit une ligne en dessous du bénéfice opérationnel, donc là, c'est plus avantageux pour la lecture des résultats de l'entreprise. En fait, ce qu'on veut savoir à la base, c'est quel est le bénéfice de l'entreprise que l'entreprise réalise avec son core business. Ça veut dire elle a une activité. Qu'est-ce qu'elle dégage au niveau opérationnel uniquement sur son activité? Parce que tout ce qui est amortissement, c'est comptable. Vous prenez une machine, elle s'amortit, admettons 5-10 ans. Mais il y en a qui durent jusqu'à 15 ans. Donc la vie physique d'une machine va être plus longue que la vie comptable. Et ça, il faut pouvoir le lire dans les états financiers.
Donc, par exemple, dans les immobilisations, je présente toujours les immobilisations sur 2 lignes. C'est-à-dire, j'ai le compte par lequel j'ai acquis mon immobilisation et en dessous, j'ai le compte par lequel je l'amortis. Pourquoi? Parce que quand on achète une immobilisation, on montre qu'à un moment donné de sa vie, l'entreprise a investi pour cette machine. Si on met l'amortissement dans le même compte, finalement, le compte diminue et on se retrouve avec une immobilisation à 1 franc. Sauf que la machine, elle a une valeur. Elle ajoute de la valeur opérationnelle encore. Bien sûr, elle dégage du profit. Une immobilisation, c'est on achète quelque chose pour pouvoir l'utiliser et générer du profit. Si la valeur de cette chose est à 0, on pourrait se voir refuser un prêt par les banques suivant la manière qu'on a choisi de comptabiliser un investissement. Ça peut. Mais même pour évaluer une entreprise, vous devez savoir qu'est-ce qu'elle a dans ses murs, avec quoi elle fonctionne. Ici, par exemple, j'ai des ordinateurs. C'est mon outil de travail. J'ai un bureau. C'est une immobilisation. Donc, je suis assise à mon bureau, je travaille sur mon ordinateur, je génère du chiffre d'affaires, donc je génère des revenus pour mon entreprise. C'est la même chose pour tout entrepreneur. Donc, si vous ne voyez pas la valeur de ce que vous avez acheté pour générer et pour travailler, finalement, vous travaillez avec du vent, en fait. Si vous avez une IMO à 1 franc, on peut considérer que vous travaillez avec du vent si on ne lit que les chiffres. Si on ne vous connaît pas, si on ne sait pas ce qu'il y a derrière, vous n'avez rien dans votre entreprise. Le rapport entre une banque et un entrepreneur, c'est vraiment la manière de laquelle on va raconter l'histoire comptable. Exactement. Les chiffres que vous allez présenter doivent refléter l'histoire de l'entreprise. Mais il y a plusieurs manières de raconter cette histoire. Oui, tout à fait. Le fait de comptabiliser une mensualité de leasing dans le perte et profit ou au bilan change complètement le résultat de l'entreprise. Ça, je suis d'accord. Mais après, c'est le choix de l'entrepreneur, mais c'est la fiduciaire aussi. Alors justement, ça vous confère une responsabilité énorme en fait en tant que fiduciaire. Bien sûr, bien sûr. Surtout que généralement, surtout quand on va parler de PME, il y a rarement un CFO dans la société. On s'adresse à quelqu'un qui est spécialiste métier, qui a fait grandir son business, qui ne connaît pas forcément la comptabilité. Il compte totalement sur vous et votre expertise. Absolument, absolument. Et en fait, mon rôle est beaucoup d'accompagner l'entrepreneur et surtout de dialoguer. Pourquoi? Parce qu'une fois que les états financiers sont terminés, l'entrepreneur va les signer. Donc la responsabilité de la fiduciaire est dégagée et l'entrepreneur prend la responsabilité de ce qu'il y a dans sa comptabilité. D'où l'intérêt d'avoir un dialogue vraiment concret et de régulièrement communiquer de façon à ce que le jour où la responsabilité passe, l'entrepreneur sait ce qu'il y a dans ses comptes, enfin dans ses états financiers. Vous donc en tant que mandataire, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que vous voyez chez les entrepreneurs? Eux, ils n'en font pas, vu que c'est nous qui ont le boulot. Ils ne peuvent pas en faire. Alors moi, j'essaie d'être quand même très précise. Il m'arrive quand même de faire des erreurs, mais je connais ma responsabilité vis-à-vis de mes clients. Je fais très attention quand je fais par exemple une déclaration de TVA, une déclaration AVS, beaucoup de choses. Je vais faire des réconciliations pour vraiment être sûr que tous les comptes matchent avant d'envoyer les déclarations. Parce que je sais ce qu'ils cherchent. J'ai déjà eu moult contrôles TVA, AVS et autres, et je sais très bien ce qu'il faut présenter. Maintenant, il y a certains logiciels qui peuvent avoir des petits bugs, certaines fiduciaires qui passent les écritures ne connaissant pas ces bugs, donc il peut y avoir un préjudice pour l'entrepreneur. Maintenant, moi j'ai choisi un logiciel qui me permet déjà de mettre tous les documents que j'utilise pour faire la comptabilité dans le logiciel et c'est consultable par l'entrepreneur et par le contrôleur. Mon principe, c'est que la finance est au service du business, donc au service de l'entreprise.
Ça veut dire que l'entrepreneur, il doit pouvoir avoir une vision claire de la situation de son entreprise. D'où le dialogue permanent. Et du coup, pour pouvoir avoir une vision claire, il faut avoir les bons outils. Vraiment. C'est très important. Et je suis toujours à la recherche du meilleur outil. Bon, maintenant, j'ai trouvé le mouton à 5 pattes, mais qui vraiment réunit tout ce que moi, je dois fournir à mon client pour qu'il soit rassuré et pour qu'il comprenne ce qu'il y a dans ces chiffres. Aujourd'hui, dans la communication des banques, on voit qu'il y a énormément d'efforts qui est fait pour aller draguer, s'adresser aux entrepreneurs. Alors d'une part, pour leur business, mais d'autre part, parce que les entrepreneurs à succès se constituent probablement par la suite des fortunes considérables sur le plan personnel qui intéressent ces banques. Donc c'est une manière de capter de la richesse de part et d'autre en fait, du business et de l'entrepreneur lui-même. Est-ce qu'on sent vraiment que les banques aujourd'hui sont finalement les amis ou les ennemis de ces entrepreneurs? Ça dépend comment on se positionne. Parce que revenir en disant, tu sais, ce prêt que je t'ai fait pour te sauver ton business à taux zéro, en fait, je vais appliquer un taux dessus maintenant parce que j'ai envie. Honnêtement, comme attitude, c'est moyen. Mais moi, ce que je constate vraiment, c'est que les banques sont plus frileuses. C'est vraiment... il y a un écart entre la publicité qu'elles font pour attirer, justement, comme vous dites, pour attirer les gens, les entreprises, les particuliers, et la réalité. J'ai quand même une question par rapport à votre métier. Comme on disait, vous avez une énorme responsabilité. Sans engager votre responsabilité d'un point de vue juridique, puisque c'est le client qui la prend, lui, en signant les comptes. Est-ce que les fiduciaires profitent des fois de cette opacité, de cette complexité, de l'incompréhension du métier comptable par les entrepreneurs pour abuser un petit peu, gonfler les heures, faire des honoraires un petit peu exagérés? Je suis d'accord avec vous. Alors, je vais dire allegedly, comme on dit en anglais. On devrait facturer les heures réelles. Mais j'ai vu des cas où, oui, les fiduciaires demandent des honoraires et puis après, on attend les factures. Et en fait, moi, ce qui me choque, je reviens un petit pas en arrière et je parle de la responsabilité qui se transfère de la fiduciaire au client. Ce qui me choque, c'est quand il y a des erreurs ou des choses qui ne sont pas faites correctement. En cas de contrôle, la fiduciaire n'a plus de responsabilité et ça passe chez le client. J'ai audité quelques sociétés et honnêtement, j'ai évalué à chaque fois le risque du client. Je me suis rarement trompée, mais je trouve que je sais pas, quand on fait un travail pour quelqu'un, on le fait correctement ou on le fait pas, je veux dire. On part du principe qu'on rend un service. Et aujourd'hui, le marché, il est beaucoup plus tendu qu'on ne le croit. Et cette façon d'opérer, un jour, va mourir. Parce que c'est pas possible. Bon, évidemment, les entrepreneurs, ils sont pas vraiment au courant. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup dialoguer avec eux et leur faire comprendre l'importance de certaines choses et pourquoi on met du temps pour faire certaines choses. Mais d'un autre côté, je vais pas facturer des trucs que je fais pas ou qui se font en une demi-heure alors que d'autres vont facturer 1h30. C'est un peu comme les garagistes en fait. Alors totalement. On est à la merci de ce qu'ils nous disent. C'est absolument ça. Je vous donne un exemple. Ici, on est en Valais. Avant, j'étais à Genève. Lorsque je faisais changer mes roues, mes pneus à Genève, ça me coûtait 150 francs et 150 francs de gardiennage. Ok ? Là, je suis à Orsières en Valais. Je fais changer mes pneus, ça me coûte 45 francs et 0 de gardiennage. Les choses sont pas tout le temps pareilles. En tant qu'entrepreneur, on a envie que notre boîte elle soit valorisée, qu'elle soit enviée, qu'il y ait une valeur perçue la plus grande possible, on va dire. Donc, comment on fait pour habiller la mariée, en gros si on a envie de la vendre, pas la mariée, la société,
Si on a envie de vendre la société ou de vraiment lui créer une valeur perçue d'un point de vue comptable, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des combines, il y a des façons de faire? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire il y a des combines. C'est une façon de présenter les comptes. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on veut voir, c'est le résultat de votre travail de tous les jours. Donc, vous allez présenter, vous avez une partie fixe, il y a le bilan, mais après, tout ce qui est opérationnel et qui permet de voir le résultat, c'est le perte et profit. Ayant fait la majorité de ma carrière dans des sociétés américaines, des headquarters de sociétés américaines en Europe, à Genève, j'ai l'habitude de travailler en US GAAP. Il se trouve que la Suisse admet l'US GAAP. C'est quoi l'US GAAP? C'est une norme de comptabilité. Et il y a une façon de présenter les comptes. Tout ce qui est opérationnel, c'est-à-dire les revenus, les charges directes liées aux revenus, les charges opérationnelles comme les salaires, les choses comme ça, ça s'additionne et là, vous avez votre résultat opérationnel. Après, vous mettez tout ce qui est comptable et financier. Et là, vous avez une image juste, mais surtout qui reflète ce que vous faites tous les jours. Si tout est mélangé, bon, évidemment, à la fin, on arrive au même résultat. Mais moi, j'aime bien séparer parce que comme ça, on sait qu'est-ce qui est de votre core business par rapport à ce qui est après les amortissements et les charges financières et bien sûr les impôts. Donc vraiment mettre un périmètre clair autour de la création de valeur. C'est ça. Pour éviter Exactement. le bruit. Oui. On peut dire ça comme ça? On peut. Super, je crois que j'ai compris. Ouh. Anne Bardou, merci beaucoup, c'était un plaisir. De même. Voilà, merci d'avoir été avec nous, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, laissez-nous un petit commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Enfin, si vous avez des choses à nous raconter, contactez-nous, venez et parlons-nous franchement.